Belle bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Liv, dénicheuse de pépites culturelles avec intention et aujourd'hui je viens de faire mon bilan bimestriel des 2 premiers mois de l'année. Chaque œuvre est un tambour, ici on fait vibrer les voix que l'on tait. Ces 2 derniers mois, enfin je dis ça mais on est au mois d'avril quand je filme, donc au mois de janvier-février j'ai lu 12 livres. Il y en a qui m'ont plu, il y en a d'autres beaucoup moins. Mais j'avais pas envie de te parler de tous les livres, de ces 12 livres, parce qu'il y en a que j'ai déjà oubliés, il y en a qui méritent pas. Donc je vais te parler vraiment de ceux qui méritent que je fasse une critique dessus. Donc je vais pas parler que de mes coups de cœur, pas du tout, mais je vais pas parler de tous les livres que j'ai lus. Donc entre les déceptions, les abandons et les coups de cœur, je vais te parler de ceux qui m'ont marqué en bien ou en mal. Voilà, c'est parti. Et on commence tout de suite avec les abandons déceptions. Le premier livre dont je veux te parler dans cette vidéo, c'est un abandon. C'est 2084, La fin du monde de Boualem Sansal, que j'ai lu en lecture commune avec Jessica, que je ne présente plus parce que j'en parle tout le temps sur ma chaîne. Jessica de la chaîne Je peux pas GDT Culture, qui est une amie, et donc on fait régulièrement des lectures communes ensemble. Hattie avait perdu le sommeil. L'angoisse le saisissait de plus en plus tôt, à l'extinction des feux et avant même, lorsque le crépuscule déployait son voile blafard et que les malades, fatigués de leur longue journée d'errance, de chambrée en couloir et de couloir en terrasse, commençaient à regagner leur lit en traînant les pieds, en se lançant de pauvres vœux de bonheur pour la traversée nocturne. Certains ne seraient pas là demain. Yola est grand et juste. Il donne et reprend à son gré. Puis la nuit arrivait. Elle tombait si vite dans la montagne qu'elle désarçonnait. Tout aussi abruptement, le froid se faisait ardent et vaporisait la laine. Dehors, le vent rôdait sans répit, prêt à tout. Ici, donc, on est dans un roman SF que j'ai abandonné très très rapidement. Je pense que j'en étais à la page 30. Oui, je me suis arrêtée très rapidement parce que l'écriture est hyper dense. C'est un petit peu obscur en fait. On suit un personnage, on sent qu'il y a un rapport à la religion, on sent que le monde a changé. Mais pour être honnête, dans ces 30 pages, j'ai pas compris grand chose et vraiment le livre me tombait des mains. Et vraiment, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans en fait. Et quand un livre, vraiment, j'arrive pas à rentrer dedans, je mets du temps à lire, j'ai pas envie de le reprendre. Donc j'ai préféré l'abandonner. Voilà, j'ai abandonné Jessica dans cette lecture commune. Et je suis triste parce que quand j'ai écouté sa revue sur le livre, que je te conseille d'aller voir, je me suis dit, ça me plaît en fait, tout ce qu'elle disait sur le livre, ça me plaisait. Mais moi, j'ai pas trouvé ça quand je le lisais. J'ai pas compris en fait ce que j'ai lu, honnêtement. Et il y a des livres que j'aime pas trop, mais bon, j'arrive quand même à poursuivre parce que je comprends ce que je lis. Là, vraiment, c'était vraiment obscur. Je pourrais même pas te résumer ce que j'ai lu en 30 pages. Bon, après, c'est vrai que je lui ai pas donné une grande chance, donc je l'ai remis dans ma pile à lire parce que je me suis dit, peut-être plus tard, je vais le relire, tenter de le relire. Mais là, en tout cas, c'était clairement pas le moment et j'arrivais pas à rentrer dedans. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai abandonné. On va passer aux déceptions et le livre dont je vais te parler maintenant, je ne l'ai plus parce que je l'avais pris à la bibliothèque. Il s'agit de L'aveuglement de José Saramago, qui est aussi une lecture commune avec Jessica. Dans ce roman SF de 384 pages, on suit en fait la propagation d'une infection qui s'appelle la cécité blanche. Et en fait, le gouvernement décide de contenir en fait cette épidémie en faisant une quarantaine, en mettant les gens atteints de cette cécité blanche en quarantaine. Et donc on va suivre un groupe de personnes dans
le quartier de confinement, on va dire. C'est un hôpital désaffecté, je crois, ou un asile de fous désaffecté, je ne sais plus. Mais bref, dans ce livre aussi, vraiment, j'ai écrit jusqu'au bout. J'ai écrit vraiment jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai terminé. J'ai écrit jusqu'au bout parce que dans ce livre, il y avait quand même des éléments que j'aimais bien. C'est-à-dire un peu une critique de la société. La cécité, ça symbolisait un peu l'aveuglement, les gens un peu égoïstes. Enfin bref, donc critique de la société, chose que j'aime bien. Par contre, j'ai vraiment détesté le style en fait de l'auteur. Ce langage un petit peu parlé, familier, cette espèce de dialogue en fait. C'est comme s'il nous parlait à nous, lecteurs, mais de manière assez familière. Alors, j'ai pas aimé le style. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, mais moi, je trouvais pas. Ouais, j'ai pas accroché avec le style. Donc ça, c'est une première chose. Le personnage principal, bon je te dis pas plus parce que sinon ça spoil, mais le personnage principal qu'on suit, enfin qui raconte l'histoire, je l'ai trouvé un petit peu trop lisse, un petit peu trop parfaite, j'ai pas trop aimé ça. Et je trouvais que la critique de la société était pas assez profonde. Il fait quasiment 400 pages et ça reste une critique en surface, oui. L'humanité est un peu égoïste. Bon, ça, on le sait, sans première page, on a compris. Et donc, bah, pour les 400 suivants, enfin, les 300 autres suivants, on a besoin d'aller plus profondément, je trouve, dans cette critique. Et pour moi, ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, j'ai été déçue. Je l'ai lu jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout, je me disais, bon, à la fin, il va se passer un truc qui va faire que, voilà, ça vaut le coup de... Ben non, en fait, arrivé à la fin, je me suis dit, ok, tout ça pour ça, voilà. Donc, n'hésite pas, toi, à me dire que tu l'as lu, ce que tu en as pensé. Et si tu lis pas mal de livres SF, n'hésite pas à me recommander. J'essaye de me plonger dans cette littérature que je connais très peu. Donc voilà, n'hésite pas à me recommander des romans SF si tu en as dans ta liste qui t'ont plu et qui pourraient me plaire. Le troisième livre dont je veux te parler dans cette vidéo, c'est Le Messie du Darfour d'Abdelaziz Baraka Sakine, qui est un auteur soudanais, et l'histoire se passe également au Soudan. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre de mon club de lecture, enfin, dans la thématique de mon club de lecture qui était la littérature soudanaise. Et donc ici, dans ce roman-là, on suit 3 personnages. On suit 2 combattants et une femme qui a un nom d'homme. Et on les suit dans leur quotidien par rapport à ce qui se passe au Darfour. Et donc dans Messie, ben voilà, il y a quand même un rapport avec la religion. Mais pour être honnête, il y avait tout en fait dans ce livre-là, puisqu'on suit en fait des tranches de vie de personnes. Donc voilà, c'est le genre de récit normalement qui me plaît. Mais j'ai pas du tout accroché avec le style de l'auteur, je saurais même pas le décrire. Mais ouais, l'histoire m'a pas intéressée en fait. J'ai trouvé les personnages assez difficiles à comprendre. Je comprenais pas pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Et je trouve la psychologie des personnages n'était pas assez fouillée. Il y avait pas mal d'éléments qui auraient pu être intéressants par rapport à cette critique en fait justement du gouvernement. Il y avait des choses vraiment très intéressantes, mais je n'ai pas accroché avec le style ou avec la manière de raconter l'histoire. Je me suis un peu ennuyée en fait tout au long de cette histoire. Alors que je me disais, mais ça pourrait être bien, normalement ça devrait me plaire, mais non, ça m'a pas plu. Donc voilà, autre déception. Mais je suis contente d'avoir découvert une autre plume soudanaise, en plus de la lecture commune de mon book club qui était le musée de Leila Aboulela. Je poursuis maintenant avec les bonnes lectures / surprises. Parmi mes bonnes lectures surprises, il y a eu Madame Bovary de Flaubert, qui est un classique donc, de cet auteur français du 19e siècle. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre.
Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis se tournant vers le maître d'études. « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, ou l'appelle son âge. » Dans ce roman, on suit Emma, qui est une jeune femme qui est passionnée de littérature et qui vit dans un petit village à la campagne en Normandie. Elle rêve un peu d'une vie intense, comme dans les livres qu'elle lit et qui la passionnent, mais il n'y a rien en fait, il n'y a rien qui arrive à lui plaire en fait. Le roman parle beaucoup de l'ennui, des illusions qu'on se fait, un peu de bonheur en fait, de la recherche du bonheur en fait. C'est vraiment ça en fait, le personnage d'Emma, c'est vraiment cette recherche du bonheur qui est inatteignable et il y a un peu ce côté enfermement qu'on ressent par rapport à la campagne. Donc voilà, c'est un livre que j'ai lu dans le cadre de la thématique que je fais un peu sur Instagram. Tous les mois il y a une petite thématique et là c'était la campagne. Et donc Madame Bovary, donc elle est en Normandie, donc elle n'a pas de vie sociale en fait, elle est chez elle et elle est censée tenir la maison, mais ça lui suffit pas. Et donc voilà, il y a tout ce qui en découle. Je ne vais pas en dire plus pour pas te spoiler si tu n'as jamais encore lu ce classique. Mais je trouve que Flaubert, là, il décrit bien les personnages, la psychologie des personnages. Moi, je l'ai trouvée touchante. Emma, même si j'étais pas toujours d'accord avec tout ce qu'elle fait, je l'ai trouvée touchante. Et oui, elle représente un peu ces femmes mariées qui ont... qui juste le mariage ou faire des enfants ne suffit pas et qui aspirent à plus en fait et qui du coup soit tombent en dépression, soit font des choses pour se sentir vibrer en fait. Et c'est très très bien décrit là dans ce roman et je trouve que en ça c'est quelque part un peu féministe, même si on n'est pas du tout dans le féminisme à cette époque-là, et c'est sans doute pas voulu non plus, mais en tout cas, il y a quand même... après, je sais pas si je peux le dire parce que ça spoil un peu. J'ai l'impression que le fait de ne pas de ne pas se satisfaire en fait de ce qu'on a, en fait, il y a une punition en fait qui arrive. Et on a ça un petit peu aussi dans Anna Karénine de Tolstoï. On le retrouve là dans Flaubert avec Emma Bovary. En tout cas, moi j'ai bien aimé. En fait, je l'ai écouté plus que lu. Je l'ai écouté sur une plateforme d'audio gratuite. Voilà, si ça t'intéresse, je pourrais en parler. Mais en tout cas, je l'ai écouté en audio de manière gratuite. Oh, j'ai fait tomber les livres comme d'habitude. Et voilà, ça a été un bon moment de lecture. Vraiment, j'ai aimé. Pourtant, je suis pas vraiment une fan du style de Flaubert, mais là, je trouve que c'était bien fait en fait. Et j'ai passé un bon moment de lecture, enfin d'écoute. Passons à une autre aussi bonne lecture que j'ai fait aussi dans le cadre de mes lectures thématiques. Donc là, c'était au mois de février et la thématique, c'était la résilience. Et j'ai lu Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Delphine de Vigan, je l'avais déjà beaucoup aimé d'après une histoire vraie et dans... c'est tout, je crois que c'est que ça qu'il y avait lui. J'avais déjà beaucoup aimé d'après une histoire vraie. Elle a une écriture qui est fluide, voilà, ça se lit bien. Ma mère était bleue, d'un bleu pâle mêlé de cendre, les mains étrangement plus foncées que le visage, lorsque je l'ai trouvée chez elle ce matin de janvier. Les mains comme tachées d'encre au pli des phalanges. Ma mère était morte depuis plusieurs jours. Et ici c'est un roman autobiographique puisque Delphine de Vigan revient en fait sur sa mère. En fait, quand le roman commence, on découvre, en fait, elle découvre sa mère morte dans son lit.
Et, euh, et du coup, elle va s'évertuer à comprendre pourquoi sa mère était dépressive, pourquoi elle avait une santé mentale très fragile. Donc elle repart sur ses grands-parents, euh, ses oncles et tantes, enfin voilà, pour comprendre pourquoi sa mère, sa sœur, pourquoi sa mère était dépressive. Elle interroge en fait toute sa famille, elle leur demande de leur parler, elle demande des enregistrements, elle demande des photos. Enfin, c'est vraiment une enquête familiale pour comprendre sa mère en fait. Et du coup, c'est vraiment très touchant. Un témoignage très touchant pour comprendre sa mère. Et c'est authentique parce qu'elle parle quand même de choses difficiles que sa mère a subies, que sa famille a subies, que ce soit des deuils, que ce soit des accidents, etc. Elle dit les choses clairement. Voilà, tout ce qui aura pu en fait induire ce- la mort de sa mère. Enfin, voilà. Et j'ai trouvé, c'est un texte qui est très sombre. Euh, c'est pas dans le pathos, dans le pathétique, mais c'est quand même un texte qui est sombre, qui est dur, parce que ça parle de thématiques qui est dure. Euh, mais on sent tout l'amour qu'elle a pour sa mère, tout cette... et je pense qu'elle a aussi, d'une certaine manière, envie de comprendre ce qui est arrivé à sa mère pour, quelque part, ne pas faire la même chose aussi, ne pas transmettre aussi ça. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion euh, sur ça par rapport à elle, qu'est-ce qu'elle transmet à ses enfants, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, de bien ou de mal. Et, euh, et ce qui est bien aussi dans ce livre-là, c'est qu'il y a deux parties. Il y a la partie donc enquête où elle parle de sa mère, et il y a cette partie où elle ne parle pas vraiment, mais elle se pose la question de savoir est-ce qu'elle devrait écrire comme ça, est-ce qu'elle devrait écrire ça, est-ce qu'elle est légitime et tout ça. Donc j'ai trouvé intéressant aussi ce petit pas de côté qu'elle fait dans le livre et où elle se pose des questions sur ce qu'elle écrit, comment elle écrit, est-ce qu'elle est légitime à écrire ça, comment sa famille va réagir par rapport à ça. Donc ça aussi c'était intéressant. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Delphine de Vigan, enfin c'est le deuxième que je lis et j'ai bien aimé. Donc voilà, un récit touchant sur une mère. Donc si ça te plaît, si ça te plaît ça, je pense que tu vas apprécier. Et donc le dernier livre dont je parlais dans ce bilan, c'est mon coup de cœur donc de janvier-février, qui n'est autre que Victoire Larouche de Georges de Perbrune, que j'ai lu au mois de janvier dans le cadre des lectures thématiques sur la campagne. Donc Georges de Perbrune, elle n'est pas très connue, mais en ce moment on commence à en reparler d'elle. Parce qu'on a réédité pas mal de ses œuvres, si je ne dis pas de bêtises. C'est aussi une autrice du 19e siècle, donc française. Les Jameaux fermiers au Grand Change eurent besoin d'une petite servante pour garder les bêtes. Ils en demandèrent une à l'hospice de la ville où l'on élève les enfants trouvés. Renseignement pris par la supérieure. Les Jameaux étaient d'honnêtes gens. On leur confia, moyennant 20 écus par an, une petite malheureuse inscrite voilà 13 ans et demi sur les registres de l'hospice, sous les noms prétentieux de Marie-Eugénie Victoire. La mère supérieure se débarrassait ainsi d'une non-valeur, d'une sorte de propre à rien, qui n'avait pu apprendre à lire, ni ajuster de points réguliers l'un près de l'autre sur les chemises que l'on confectionnait au couvent pour la clientèle et le commerce. Victoire n'était point idiote, cependant, mais lourde comme on disait. Et ici, on est à la campagne, évidemment, puisque c'était dans la thématique. On est dans le Périgord, on suit Victoire, qui est une jeune femme. Je dis jeune femme, je crois qu'elle a 17 ans quand ça commence, 17 ou 18 ans, quand le roman commence. Et elle est très forte, elle travaille très très bien à la ferme, enfin vraiment elle a des dons pour s'occuper de la ferme et elle aime ça. Et elle travaille aussi bien qu'un homme, voire mieux qu'un homme. Mais par contre, enfin c'est une orpheline et elle est, comment dire ça, sa seule force en fait c'est le travail et malheureusement c'est pas suffisant. Enfin on est content d'elle quand il s'agit du travail, mais elle est
sans cesse rappeler à sa condition de femme. Voilà, je dis ça pour ne pas te raconter plus l'histoire si tu ne l'as pas lu. Mais en gros, pour moi, c'est clairement un roman féministe. On a une héroïne forte, on a une société qui la rejette parce qu'elle est orpheline, parce qu'elle n'a pas été à l'école et du coup, voilà, elle peut pas se défendre. Et elle est forte physiquement, mais elle est très gentille, quoi. Elle se laisse malmener par tout le monde. Et en fait, il y a ce carcan religieux aussi. Il y a une critique de la religion, critique du milieu rural, critique des hommes, en fait, de la manière dont ils traitent les femmes. Du coup, voilà, ce roman qui date d'il y a longtemps est encore d'actualité par toutes ces thématiques qu'il traite. Et j'ai trouvé l'écriture de Georges de Perbrun vraiment très efficace. Enfin, on peut la rapprocher peut-être de George Sand avec La Maroudia. Enfin, ce côté description de la ruralité des femmes. Et peut-être de Zola avec ce côté où elle décrit un petit peu le caractère même des gens. Enfin, il y a un côté naturaliste, je trouve, dans la manière dont elle décrit ses personnages. Enfin, j'ai bien aimé en tout cas. J'ai bien aimé sa manière de décrire ses personnages. Et voilà, j'ai trouvé ce roman très poignant. En plus, il est court, donc vraiment, ça se lit vite et vraiment, on le dévore. Et voilà, vraiment, coup de cœur de ce bilan. Voilà. Voilà, si tu as lu un de ces livres et que tu n'es pas du même avec moi, ou si tu es du même avec moi, n'hésite pas à me dire en commentaire. N'hésite pas à me dire tes derniers coups de cœur, ça peut m'intéresser, je cherche toujours des nouvelles lectures. Et puis, voilà, merci pour ton écoute, laisse résonner les tambours, à très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.